La poussière de la BAP, base d'opération avancée, Arabu avait le goût du grain et du regret. Elle recouvrait tout d'une fine pellicule de couleur kaki, les baraquements modulaires, les clôtures barbelées, les visages des jeunes soldats qui regardaient le sergent Anna Petrova descendre de l'hélicoptère de transport. Elle se déplaçait avec une économie de mouvement qui témoignait de longues années sous l'uniforme. Mais c'était un calme que les hommes prenaient pour de la fragilité. Ses cheveux, tirés en un chignon sévère, étaient striés d'argent. Son visage était une carte routière de cicatrices légères et de lignes burinées par le soleil autour d'yeux de la couleur d'un ciel d'hiver. Elle portait une longue housse enveloppée de toile. Elle était vieille, délavée et rapiécée à plusieurs endroits. Le caporal Diaz, chef de la section de tireurs d'élite éclaireur, et à peine âgé de 25 ans, donna un coup de coude au soldat à côté de lui, le premier Clashin. « Regarde le bagage de grand-mère » murmura Diaz, un sourire narquois flottant sur ses lèvres. Elle a apporté des aiguilles à tricoter là-dedans, tu crois? Son équipe ricana. Ils étaient tous jeunes, sculptés par les régimes de fitness modernes et équipés de la dernière génération de systèmes de précision modulaire. Leurs fusils étaient noirs mat, ornés d'ordinateurs balistiques intégrés, de bipieds en fibre de carbone et de lunettes de la taille de petits télescopes. L'étui d'Anya ressemblait à une relique de musée. Elle les ignora, son regard balayant le périmètre. L'avant-poste était une dent solitaire de civilisation plantée dans un vaste désert impitoyable. Des montagnes érodées par le vent s'accrochaient à l'horizon. C'était un endroit où la distance était une arme et le vent un ennemi chuchotant constant. Ces quartiers étaient une chambre stérile, semblable à un cercueil vertical. Elle ouvrit la fermeture éclair de l'étui en toile. À l'intérieur, niché dans de la mousse usée, reposait un fusil. C'était un fusil à verrou chambré en .338 Lapierre Magnum, mais c'était une fabrication sur mesure, vieille de plusieurs décennies. La crosse en bois était sombre avec l'âge et l'huile de lin, polie et lisse aux endroits où ses mains et sa joue s'étaient reposées pendant des milliers d'heures. L'acier du canon et du mécanisme avait une patine brunie profonde et non le noir plat des revêtements modernes. C'était un outil, pas un gadget. Plus tard dans le mess, le renvoi fut plus direct. Le colonel Marcus Thorne, commandant de la BAP, examina son dossier sur une tablette tandis qu'elle se tenait devant son bureau. Thorne était un homme qui croyait au système, aux données et à la guerre de nouvelle génération. Il voyait les soldats comme des actifs interopérables. Anya, avec son dossier papier et son fusil d'apparence archaïque, ne calculait pas. « Sergent Petrova, dit-il, sa voix sèche et dépourvue de chaleur. Votre dossier est étendu. Il ne dit pas impressionnant. Il le dit comme un homme décrivant un livre long et fastidieux. La majeure partie est censurée. Vous avez été hors d'une unité de première ligne pendant 5 ans. Travail de bureau au commandement. Je vois. Pourquoi êtes-vous ici? J'ai été réaffecté, monsieur. Diana, sa voix calme et égale. Je n'ai pas demandé un sous-officier supérieur avec un trou dans son dossier de terrain. J'ai demandé un tireur d'élite compétent avec le système M2010 et l'ordinateur balistique BS. Mes hommes gèrent un programme de surveillance à haute vitesse et basé sur les données. Ce n'est pas un poste de retraite. Ses yeux jetaient un coup d'œil à la fenêtre où Diaz et son équipe faisaient leur jogging en formation parfaite. C'est la pointe de la lance. Je comprends, monsieur. Vraiment? Thorne se pencha en avant. Nous avons un dicton ici. Sergent. Un tir, un mort, est obsolète. Nous sommes dans le déni systémique. Nous utilisons les données pour posséder l'espace de combat avant même que la première balle ne soit tirée. Pouvez-vous y contribuer ou êtes-vous simplement ici pour collecter une pension? La question resta suspendue dans l'air, épaisse de condescendance. L'expression d'Anya ne changea pas. Je peux contribuer? Bien. Thorne se leva, un clair envoi. Le caporal Diaz est votre chef de section. Il va vous remettre au carré. Veillez à ce que votre équipement soit conforme aux spécifications. Je n'aurai aucun maillon faible dans ma chaîne. La réunion avec Diaz fut pire. Il avait rassemblé son équipe dans la salle de préparation de la section, un espace qui sentait le solvant de nettoyage et l'arrogance juvénile. Ils étaient allongés sur des caisses d'armes, leurs fusils ultramodernes exposés comme des trophées. Anya entra et se tint près de la porte. Diaz s'approcha, tournant lentement autour d'elle. « Le colonel dit que vous êtes avec nous maintenant. Je m'appelle Diaz. Voici mon équipe. » Il fit un vague geste vers les autres. « On gère un truc serré ici. Sergent, on se qualifie tous les trimestres sur le champ de tir LDSAT. C'est l'acquisition et le ciblage intelligent à longue distance. Entièrement automatisé. Il suit vos métriques. Temps d'engagement,
déviation à froid, cadence de tir de suivi, toute votre vie dans des points de données. Il s'arrêta devant elle. « Qu'est-ce que vous portez? Là? »« Mon fusil. » dit Anna. « Ouais, j'avais compris. Qu'est-ce que c'est? » On dirait que mon arrière-grand-père l'aurait utilisé pour chasser le cerf. L'un des jeunes tireurs d'élite, un gamin nommé ROR, rit. « Attention, Diaz, ça pourrait être un objet de collection. » Anya resta silencieuse. Son immobilité contrastait fortement avec leur énergie agitée. « Écoutez, dit Diaz, sont en passant de la moquerie au commandement. Thorne veut que vous soyez intégrés. Ça veut dire que vous devez être à notre niveau. La première chose, nous devons inspecter votre équipement. Assurez-vous qu'il répond aux exigences de base. » Il tendit la main. « Montrez-le. » Anna hésita une fraction de seconde. Une lueur dans son attitude autrement placide. Le fusil était une extension d'elle. Le lui remettre était comme mettre à nu son âme, mais c'était un ordre, même faiblement voilé. Elle ouvrit la fermeture éclair de l'étui et souleva délicatement l'arme. Diaz la prit. Ses mains maladroites et irrespectueuses. Il la souleva. « Mon Dieu, ça doit peser une tonne. Qu'est-ce que c'est que ce bois? Vous avez peur du plastique? » Il actionna le verrou, qui bougea avec la précision lisse et silencieuse d'un acier parfaitement usiné. Le son fut absorbé par le bourdonnement ambiant de la pièce. Il le tendit à ROR, qui le laissa tomber maladroitement. Le fusil, déséquilibré avec sa grande lunette, s'inclina dans sa prise. Diaz, dans une vague tentative d'aider, frappa le bras de ROR. « Attention au morceau de musée, Pater Sandra Africo. » La tape fut juste assez forte. ROR perdit sa prise. Le temps sembla ralentir. Les yeux d'Anna s'écarquillèrent, sa main se tendit, mais elle était trop loin. Le fusil tomba. Il ne fit pas de cliquetis. Il atterrit avec un bruit sourd et malsain sur le sol en béton. Le son était obscène dans la pièce silencieuse. Il frappa directement la tourelle d'élévation de la lunette. Le silence s'installa. Même le sourire narquois de Diaz vacilla un instant. Anna s'agenouilla, ses mouvements délibérés. Elle ramassa le fusil. Il y avait une profonde entaille dans le bois poli de la crosse. Une toile d'araignée de fines fissures rayonnait à partir du point d'impact près de la poignée pistolet. Pire, elle pouvait voir un angle distinctement anormal sur la lunette. Le montage, une pièce d'acier fraisé sur mesure qu'elle avait depuis 20 ans, était tordu. Son zéro était perdu. Le fusil était, à toute fin pratique, inutilisable. Diaz s'éclaircit la gorge, retrouvant son assurance. Oups, on dirait qu'il n'est pas aussi solide qu'il en a l'air, haussa-t-il les épaules. Je suppose que vous allez devoir en réquisitionner un nouveau. Un M2010, peut-être, rejoindre le XXIe siècle. Anna regarda de la crosse fissurée au montage de lunettes tordues. Elle vit la fausse innocence de Diaz et la lueur nerveuse dans les yeux de ROR. Elle en vit la vérité. Ce n'était pas un accident. C'était un message. Vous n'avez pas votre place ici. Elle se leva, berçant son fusil brisé. Son visage était un masque de calme, mais ses yeux contenaient une lumière froide et dure. Elle ne dit pas un mot. Elle se retourna simplement et sortit de la pièce. Le silence qu'elle laissa derrière l'était plus accablant que toute accusation. Le colonel Thorne fut peu sympathique. Il leva à peine les yeux de sa tablette lorsqu'elle rapporta les dégâts. Un accident pendant une inspection d'équipement. Dites-vous, soupira-t-il. Un son de pure contrariété administrative. Eh bien, c'est malheureux. Les armuriers de cette BAP sont des spécialistes des véhicules, pas des armuriers. Nous pouvons mettre une réquisition pour une nouvelle lunette en stock, mais elle devra arriver par le prochain avion de ravitaillement. Ça pourrait prendre 2-3 semaines. Monsieur, je peux le réparer, déclara Anya. Thorne la regarda enfin. Son expression était un mélange de pitié et d'incrédulité. Sergent, c'est un instrument de précision. Où ça l'était? Le montage de la lunette est tordu. La crosse est compromise. Vous ne pouvez pas juste mettre de la colle dessus et dire que c'est bon. Les harmoniques seront faussées. Il ne tiendra jamais un vrai zéro. Je peux le réparer. Colonel. Non, sa voix était définitive. Vous êtes retiré du tableau de service jusqu'à ce que votre équipement soit remplacé et que vous ayez obtenu votre qualification dessus. Je ne peux pas vous avoir dans une position de surveillance avec une arme compromise. C'est une responsabilité. Trouvez quelque chose à faire en attendant. Nettoyage de la salle de messe supervisée. Inventaire des fournitures. Restez à l'écart. Il la renvoya d'un geste de la main. Il se tournait déjà vers son écran. Elle était sur le banc de touche, humiliée,
mise de côté par un commandant qui voyait un problème au lieu d'une soldate, et par un subordonné qui voyait une cible pour sa propre sécurité. Cette nuit-là, alors que le vent perpétuel hurlait dehors, Anna n'alla pas à sa couchette. Elle porta son fusil brisé non pas à l'armurerie, mais à la baie de maintenance des véhicules. C'était un espace caverneux, sentant le diesel, l'ozone et le métal chaud. Un seul mécanicien, un adjudant-chef grisonnant nommé Elias, travaillait sur un générateur récalcitrant. Il leva les yeux alors qu'elle entrait, ses yeux balayant la femme et l'arme endommagée. « Je peux vous aider, sergent ?» demanda-t-il, s'essuyant les mains sur un chiffon déjà noirci. « J'ai besoin d'un établi. Diana, et d'un étau ?» Elias grogna, désignant du menton un coin dégagé. « Allez-y, juste ne cassez rien que je ne puisse pas réparer. » Elle hocha la tête pour le remercier et déposa le fusil sur l'établi en acier sous l'éclat dur d'un néon au-dessus de sa tête. Les dégâts semblaient encore pires de près. Les fines fissures dans la crosse étaient comme des veines brisées. La lunette était inclinée à un angle malsain de 3 degrés. N'importe qui d'autre l'aurait déclaré perte totale. Anna commença à travailler. Ses mouvements étaient une étude de concentration et de patience. D'abord, elle retira délicatement la lunette, ses doigts doux sur les anneaux. Elle la mit de côté, protégée dans un chiffon doux. Ensuite, elle désassembla le mécanisme du canon de la crosse. Les deux se séparèrent avec un léger clic. Le cœur du fusil était maintenant séparé de sa coquille brisée. Elle passa la première heure à examiner la crosse. Ses doigts traçaient les fissures, sentant leur profondeur, leur direction. Elle vit comment l'impact avait traversé le noyer dense, une onde de choc figée dans le bois. D'une unité de communication jetée, elle arracha une petite feuille de maille de fibre de carbone. D'une trousse médicale, elle se procura une résine époxy industrielle à 2 composants. Elle nettoya méticuleusement les fissures avec un cure-dent dentaire et de l'air comprimé, s'assurant que l'agent de liaison aurait une surface pure. Pendant qu'elle travaillait, les mécaniciens et les chauffeurs du quart de nuit passaient. Ils voyaient une femme d'âge moyen, son visage figé dans une profonde concentration, s'affairer autour d'un morceau de bois cassé. Ils voyaient une bricoleuse, une bidouilleuse. Ils ne voyaient pas la chirurgienne. Elle mélangea l'époxy, l'odeur âcre coupant à travers la graisse et l'huile de la baie. Avec un pinceau fin, elle travailla la résine profondément dans les fissures, son toucher d'une délicatesse impossible. Puis elle posa la maille de fibre de carbone sur la zone endommagée, l'imprégnant de plus d'époxy jusqu'à ce que ce soit un seul pâte solide. Elle enveloppa fermement la zone avec du ruban isolant, appliquant une pression uniforme pour forcer la résine dans chaque vide microscopique. La crosse fut mise de côté pour durcir, un patient en soins intensifs. Maintenant, le véritable défi, le montage de lunettes tordues. C'était une seule pièce d'acier usiné, traitée thermiquement pour la résistance. Le redresser sans compromettre son intégrité était presque impossible. Elias, le mécanicien, s'approcha, attiré par l'intensité silencieuse de son travail. « C'est une mauvaise pioche, » dit-il, regardant le métal tordu. « Il va y avoir des micro-fissures, c'est sûr. Si vous essayez de plier ça froid, ça va casser. »« Je sais, » dit Anna, sans lever les yeux. « Il faudrait le chauffer. » Continua Elias, pensant tout haut. L'amener à un rouge suristerne, mais vous n'avez pas de forge à température contrôlée. Un chalumeau va cuire la trempe. Il sera aussi mou que du beurre quand il refroidira. Anya le regarda finalement. Avez-vous un chalumeau? Acétylène? Elias haussa un sourcil. Oui, et un seau de trempe plein d'huile moteur usée. Mais comme je l'ai dit, vous allez ruiner la trempe. Donnez-moi le chalumeau, dit-elle, et un morceau d'acier plat et lourd d'environ 1 pouce d'épaisseur. Intrigué, Elias s'exécuta. Il la regarda serrer le montage tordu dans le massif étau d'établi. Elle prit la lourde plaque d'acier de rebut et la posa sur le dessus du montage, une attelle pour distribuer la force. Elle alluma le chalumeau, le sifflement et le rugissement de la flamme remplissant la baie. Elle n'appliqua pas la flamme directement sur la courbure. Au lieu de cela, elle chauffa l'épaisse plaque d'acier de rebut au-dessus. Ses yeux, plissés contre la flamme bleu-blanc, étaient fixés sur la couleur du métal. Elle utilisait la plaque de rebut comme un dissipateur thermique, un radiateur, permettant à la température de se transférer dans le montage lentement, uniformément. C'était une technique d'immense habileté apprise dans un lieu et à une époque dont elle ne parlait jamais. L'acier du montage commença à luire, une faible rougeur qui s'approfondit en un rouge suristerne et colérique, la couleur exacte qu'Elias avait mentionnée. Exactement. À ce moment précis, elle éteignit le chalumeau. Elle prit un lourd marteau à tête sphérique. Elle ne frappa pas le montage lui-même.
Elle délivra une série de coups secs et mesurés à la plaque chauffée au-dessus. Tang, tang, tang. Le son était aigu, musical. À chaque coup, l'acier tordu du montage se détendait, revenant à sa forme originale sous la pression constante et indirecte. Ce n'était pas de la force brute. C'était une conversation avec le métal. Elle utilisa une équerre de mécanicien pour vérifier ses progrès, ses mouvements sans hâte. Après une douzaine de coups, elle s'arrêta. Le montage était parfaitement, impeccablement droit. Avant qu'il ne puisse refroidir à l'air libre, elle le plongea dans le seau d'huile moteur sale. La trempe produisit un sifflement violent et un panache de fumée nauséabonde. C'était la partie la plus critique. La trempe dans l'huile, et non dans l'eau, refroidirait l'acier à un rythme spécifique, aidant à restaurer une partie de sa dureté. Ce ne serait pas parfait, mais elle savait que ce serait assez fort. Elias la fixa, la bouche légèrement ouverte. « Je serai damné, murmura-t-il. Vous venez de retremper de l'acier trempé avec un chalumeau et un seau de boue. » Anna retira le montage de l'huile, maintenant recouvert de crasse noire. Elle ne sourit pas, elle ne reconnut pas son émerveillement. Elle commença juste le processus méthodique de nettoyage. À 4 heures, l'époxy sur la crosse avait durci. Le patch en fibre de carbone était aussi dur que de la pierre, une cicatrice laide, mais fonctionnelle sur le beau bois. Elle le ponça soigneusement pour le lisser, ses mains travaillant avec la même précision inlassable. Elle réinstalla le mécanisme, serrant les boulons à une valeur spécifique mémorisée. Elle remonta la lunette en utilisant un simple niveau à bulles et un fil à plomb qu'elle avait accroché à une poutre de plafond pour s'assurer qu'elle était parfaitement alignée avec l'âme du canon. Le fusil était de nouveau entier, cicatrisé, mais entier. Alors que les premières lueurs de l'aube saignaient à travers les montagnes de l'Est, elle nettoya ses outils, essuya l'établi, le laissant plus propre qu'elle ne l'avait trouvé. Elias la regarda partir, un respect nouvellement trouvé dans ses yeux. Elle n'avait pas seulement réparé un fusil, elle l'avait ressuscité. Elle n'alla pas à la caserne. Elle alla directement au champ de tir à longue distance. Pas celui fantaisiste et numérique, mais l'ancien, marqué par des plaques d'acier à des distances connues jusqu'à 2000 m le vent se levait déjà, un courant inconstant et changeant qui serpentait à travers les canyons. Elle avait besoin de reséroter. Le tir à froid du canon. Le premier tir d'un canon propre et froid est le test le plus vrai. C'est le seul tir qui compte dans un scénario du monde réel. Elle se coucha en position couchée, le fusil rapiécé se sentant solide et familier contre son épaule. Elle chambre une balle. Sa respiration ralentit jusqu'à devenir presque imperceptible. Elle visa une plaque d'acier à 500 m, elle tint compte du montage tordu, de la crosse rapiécée, des variables inconnues. Elle tint sa visée 2000 en hauteur et 1000 à gauche, une estimation calculée basée sur l'instinct pur. Elle pressa la détente. Le recul fut une poussée familière. Le claquement du tir résonna à travers le désert. Une seconde plus tard, un faible ping revint. Un coup, mais il était bas et à droite du centre. Elle n'avait pas deviné. Elle avait posé une question. Le fusil avait répondu. Elle fit ses ajustements, ses doigts tournant les tourelles de la lunette avec des clics microscopiques. Un autre tir. Plus près. Un autre ajustement. Un troisième tir. Mortellement au centre. Le fusil était zéroé. Cela lui avait pris 3 tirs et moins de 5 minutes. C'est alors que la Jeep du colonel Thorne s'arrêta, soulevant un nuage de poussière. Diaz était sur le siège passager, son expression narquoise. Ils avaient probablement été alertés par la tour de contrôle du champ de tir. « Sergent Petrova !» cria Thorne, sa voix perçante d'irritation. « Qu'est-ce que vous pensez faire? Bon sang! Je vous ai donné un ordre direct. Vous êtes retiré du tableau de service. » Anna se leva lentement, se tournant pour lui faire face. « Je vérifiais si mon équipement est opérationnel, monsieur. »« Opérationnel ?» ricana Diaz, sautant hors de la Jeep. Il désigna le fusil. « Vous avez mis du ruban adhésif dessus. Cette chose est un tas de ferraille. Vous êtes probablement à 1 mètre de la cible à cette distance. »« Je suis zéroé. Caporal !» dit Anna doucement. Le visage de Thorne devenait rouge. Son autorité avait été défiée. « C'est de l'insubordination. Sergent, je suis à moitié tenté de vous confiner au quartier. » Ce fut à ce moment qu'une voix crépita sur le système de communication de la base. Tout le personnel qualifié en surveillance, présentez-vous au champ de tir LDSAT pour le cours de qualification trimestrielle. L'exercice commence dans 30 minutes. Une idée, cruelle et politique, se forma dans l'esprit de Thorne. Une manière d'écraser publiquement cette défiance. Il regarda Dana au champ de tir numérique avancé, à 100 mètres de là,
où l'équipe de Diaz commençait déjà à se rassembler. Vous pensez que votre fusil est opérationnel? Dit Thorne, sa voix dangereusement basse. Bien. Prouvez-le. Vous passez le cours de qualification maintenant. Le sourire narquois de Diaz s'élargit. C'était mieux qu'il n'aurait pu l'espérer. Une humiliation publique. Le cours LDRT était un monstre. 100 cibles réactives surgissant à des distances aléatoires de 300 à 2000 m, certaines étaient statiques. Certaines bougeaient. Certaines étaient partiellement obscurcies. Il testait la vitesse, l'identification de la cible et le tir sous pression. Le record de la base détenu par Diaz était de 85 coups. La plupart des tireurs expérimentés avaient de la chance d'atteindre 70. Pour un tireur avec un fusil bricolé qu'elle venait de rezéroter, le succès serait d'atteindre 20. Monsieur, est-ce sage? Demanda Diaz, feignant l'inquiétude. Elle pourrait avoir une défaillance catastrophique. C'est un risque pour la sécurité. Elle dit que c'est opérationnel, claqua Thorne. Voyons-le fonctionner. Le parcours est à vous. Sergent, montrez-nous ce que vous avez. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. L'ancienne avec le fusil cassé forçait de se qualifier sur le champ de tir high-tech par le colonel lui-même. Une petite foule se rassembla à une distance de sécurité. Soldats en congé, mécaniciens, commis de l'administration. Le première classe Chin était là, son expression anxieuse. Elias, l'adjudant-chef du parc automobile, se tenait à l'arrière, les bras croisés. Anya ne dit rien. Elle prit simplement son fusil et une boîte de munitions et marcha vers le point de tir du champ LDSAT. Elle se coucha dans le couloir désigné. Le sol était dur et impitoyable. Elle installa son bipied. La crosse rapiécée se sentait solide contre sa joue. Elle chambre une balle. La voix de l'officier de champ retentit des haut-parleurs. « Tireur prêt ?» Anya prit une profonde respiration, la retint et en laissa échapper la moitié. Elle fit un signe de tête court et sec. En attente. Un voyant vert clignota. Immédiatement, une cible surgit. Une silhouette d'acier à 450 m avant que la foule ne puisse même l'enregistrer. Le claquement de son fusil fendit l'air. Une fraction de seconde plus tard, la cible s'abaissa. Coup. Score 1. Une autre cible. 720 m claque. Elle disparut. Coup. Score 2. Une cible mobile traversant de gauche à droite à 600 m et la mena parfaitement. Clac. Disparut. Coup. Score 3. Elle travaillait avec un rythme métronomique terrifiant. Il n'y avait aucun mouvement gaspillé. Sa main gauche ajustait le sac arrière pour l'élévation. Sa main droite travaillait le verrou dans un mouvement fluide et pratiqué. Haut, arrière, avant, bas. Éjectant une douille et chambrant une nouvelle balle avant même que le fusil n'ait complètement décéléré du recul. Clac, coup, score 10. Clac, coup, score 11. Les ricanements initiaux des acolytes de Diaz s'étaient éteints. Ils regardaient, la bouche légèrement ouverte. Elle n'utilisait pas d'ordinateur balistique. Elle ne vérifiait pas un anémomètre. Elle lisait le mirage, le faible chatoiement de la chaleur montant du sol du désert, regardant la façon dont il pliait la lumière. Elle sentait le vent sur son visage, une compétence qu'aucun capteur ne pouvait reproduire. À 25 coups, la foule était absolument silencieuse. Le visage de Diaz était un masque d'incrédulité. Il regardait un fantôme. Les cibles arrivaient plus vite maintenant, conçues pour submerger. 2 à la fois, une séquence tirée, ne pas tirer avec une silhouette civile. Elle engagea la cible valide et retint son tir sur l'autre, son jugement étant instantané. Clac, coup, score 34. Clac, coup, score 35. Le colonel Thorne se tenait derrière la ligne de tir, regardant à travers une paire de jumelles à haute puissance. Ses jointures étaient blanches là où il les serrait. Il ne regardait plus un acte d'insubordination. Il regardait un maître à l'œuvre. Le vent commença à souffler en rafale, une condition notoirement difficile. Les drapeaux sur le champ de tir claquaient d'avant en arrière. Une cible apparut à 1100 mètres, le vent poussant fort par la droite. Diaz se pencha vers ROR. Impossible. C'est une correction de 3000. Elle ne peut pas le calculer à temps. Anya ne sembla pas hésiter. Elle tint son réticule loin à droite de la cible, visant apparemment dans l'air vide. Elle pressa la détente. Pendant une longue seconde, rien ne se passa. La balle, combattant le vent, sembla rester suspendue dans l'air. Puis la cible s'abaissa. Coup. Score 56. Un faible halètement traversa la foule. Les yeux du première classe Chin étaient écarquillés d'admiration. Ce n'était pas du tir de précision. C'était de la sorcellerie.
Le canon de son fusil chatoyait de chaleur maintenant, affectant l'image visée. Son épaule, absorbant le recul brutal répété du point 338 l'appuya, devait être un bleu massif, mais son rythme ne faiblit pas. Clac, coup, score 70. Clac, coup, score 71. Elle était en transe, un état de concentration pure. Le monde avait rétréci au réticule, à sa respiration et à la détente. La crosse rapiécée était solide. Le montage réparé était vrai. Le fusil, une extension de sa volonté, remplissait sa fonction avec une efficacité brutale. Une cible à 1500 mètres. Une piqûre d'épingle au loin. Clac, une longue pause. Puis le flash du voyant indicateur de coup. Coup, score 84. Plus qu'un. Et elle égalerait le record de Diaz. La cible suivante était une ruse. Elle apparut pendant seulement 3 secondes, partiellement obscurcie par une barricade simulée à 950 m un tir qui nécessitait un calcul instantané et un tir d'instinct parfait. Clac, coup, score 85. Elle avait égalé le record. Un murmure se répandit parmi les spectateurs. Diaz était pâle, son arrogance dépouillée, remplacée par un choc brut et nu. Il avait établi ce record avec un système de fusil à $10 000 par temps calme après 3 essais d'entraînement. Elle le faisait avec une arme cassée dans une tempête lors de son premier essai. Elle ne s'arrêta pas. Clac, coup, score 86. Elle avait battu le record. Clac, coup, score 87. Les chiffres montaient. Chacun un coup de marteau à l'ordre établi de la BAP. 90-91. Les tirs devenaient plus difficiles, les distances plus extrêmes. Une cible à 1800 m, une autre à 1950, presque à la limite du champ de tir. Elle les toucha toutes les deux. Clac, coup, score 95. Clac, coup, score 96. Clac, coup, score 97. La chaleur du canon était maintenant si intense que le mirage qu'il créait faisait nager la cible dans sa lunette. Elle dut attendre, laissant sa respiration ralentir, chronométrant son tir entre les battements de cœur pour obtenir une image claire. Clac, coup, score 98. Encore un. Une seule cible apparut à 1300 m, c'était une silhouette standard, mais le vent était un torrent rugissant et imprévisible. Clac, coup, score 99. Le champ de tir devint silencieux. Le score de 99 brillait sur le moniteur. C'était un nombre qui ne devrait pas être possible. 99 coups consécutifs sous une pression croissante. Tout le monde attendit la cible finale. La 100e. Les secondes s'écoulèrent. Le voyant versus la console resta allumé, indiquant que le parcours était toujours actif, mais aucune cible n'apparut. La voix de l'officier de champ retentit des haut-parleurs, teintée de confusion. En attente, tireur. Nous avons un dysfonctionnement sur le réseau de cible 100. Le mécanisme est bloqué. La machine avait cassé avant elle. Anna ne bougea pas pendant un long moment. Puis, d'un mouvement lent et délibéré, elle vida son fusil, le mit en sécurité et se leva. Elle n'avait pas souri. Elle n'avait pas regardé le tableau d'affichage. Le travail était fait. Le point était fait. Elle commença à ranger son équipement comme si elle venait de terminer une séance d'entraînement de routine. Le silence de la foule était absolu. C'était un silence de choc, d'admiration et de respect profond, indéniable. De retour à son bureau, le colonel Thorne fixa le rapport de score numérique. 99%. Cible 100. Dysfonctionnement du champ de tir. Temps d'engagement moyen 0,47 secondes. Précision dans le vent 100%. Les données étaient irréfutables. C'était impossible. Ses mains tremblant légèrement, il rouvrit le dossier d'Anna Petrova. Il se concentra sur les censures, les longues lignes noires qui cachaient 2 décennies de sa vie. Sur une intuition, il accéda à un canal de commandement sécurisé qu'il utilisait rarement. Il passa un appel au quartier général du CENTCOM à un général dont le nom était prononcé à voix basse. « Général, c'est le colonel Thorne à la BAP Arabu. J'appelle au sujet d'une sergent Anna Petrova. Elle a été récemment affectée à mon commandement. » La ligne fut silencieuse un instant. Puis la voix rauque du général arriva, teintée de quelque chose que Thorne ne pouvait identifier. Amusement. Incrédulité. « Petrova? Ania Petrova est avec vous? Qu'est-ce qu'elle fait? » « Monsieur, son dossier est fortement censuré. Je cherchais juste à clarifier son rôle. » Le général laissa échapper un rire court et dur. « Clarification? Mon garçon, si Anna Petrova est à votre BAP, vous ne lui demandez pas de clarification. Vous lui demandez ce dont elle a besoin.
Vous avez Baba Yaga sur votre base et vous m'appelez pour son dossier. Thorne sentit une froide appréhension l'envahir. Baba Yaga, la sorcière, le croque-mitaine du folklore slave. C'était un nom de code qu'il n'avait entendu que chuchoter. Une légende des coins sombres du monde des opérations spéciales, d'il y a une décennie. Une tireuse d'élite qui opérait seule loin derrière les lignes ennemies. Un fantôme qui démantelait des structures de commandement entières avec un seul fusil ancien. Une figure qui était censée être un mythe. Une histoire racontée pour effrayer les nouvelles recrues. Vous l'avez mise au nettoyage du mess, n'est-ce pas? Demanda le général, sa voix maintenant teintée d'acide. Ou pire, colonel, écoutez-moi très attentivement. Cette femme est une légende vivante. Elle a écrit le livre sur le tir de précision à longue portée que vos gosses prétentieux sont à peine capables de lire. Sa dernière affectation sur le terrain remonte à 5 ans parce qu'elle a passé 18 mois à l'hôpital après avoir pris 3 balles pour faire sortir son équipe d'une embuscade. Le travail de bureau n'était pas une rétrogradation. C'était la seule façon pour le commandement de la faire arrêter de se déployer. La seule raison pour laquelle elle est avec vous maintenant est qu'elle a utilisé toutes les ficelles qu'elle avait pour retourner sur le terrain. Ne la sous-estimez plus jamais. La voix du général tomba dans un murmure mortellement sérieux. C'est clair? Oui, général, dit Thorne, sa propre voix étant à peine un croassement. Il raccrocha, le nom résonnant dans son esprit. Baba Yaga. Il regarda par la fenêtre le champ de tir poussiéreux où la femme en question marchait, maintenant vers la caserne, son fusil cicatrisé jeté sur son épaule. Il avait renvoyé une légende. Il avait essayé de briser un mythe. Ce soir-là, Anna était à l'atelier, nettoyant son fusil. Elle n'était pas allée au mess. Elle n'en avait pas besoin. Un plateau de nourriture, le meilleur que la cuisine avait à offrir, avait été silencieusement laissé pour elle à la porte. La porte de la baie de maintenance s'ouvrit. Le caporal Diaz se tenait là, silhouetté contre la lumière déclinante. Il ne souriait pas. Son arrogance habituelle était partie, remplacée par une humilité profonde et troublante. Il tenait quelque chose dans sa main. Il marcha jusqu'à son établi, évitant son regard. Il plaça une bouteille de solvant d'alésage de qualité militaire sur l'établi à côté de son kit de nettoyage. C'était le coûteux produit allemand qu'il était connu pour thésauriser pour son propre fusil. Le vent, dit-il, sa voix rauque, à 1100 mètres. Comment avez-vous? Il ne put terminer la question. Anna trompa un patch dans sa propre bouteille usée de solvant standard et commença à le passer à travers le canon. Elle ne le regarda pas. Le mirage allait de droite à gauche, mais la poussière au niveau du sol soufflait de gauche à droite. Il y avait un cisaillement. Vous visez la couture entre les deux. Diaz la fixa, traitant l'information. C'était un niveau d'observation qu'il ne pouvait même pas comprendre. Il hocha la tête lentement, un seul hochement de menton net. Il ne s'excusa pas pour le fusil, pour la moquerie. L'offrande du solvant était son excuse. C'était le seul langage qu'ils comprenaient tous les deux vraiment. Il se retourna et partit sans un mot de plus. Quelques minutes plus tard, le premier classien apparut à la porte. L'air nerveux, il serra une petite tablette de données. « Sergent » commença-t-il, sa voix à peine un murmure. « Je me demandais si vous aviez un instant. Pourriez-vous m'expliquer la dérive de Corioli? Les livres ne parlent que des maths, mais ils n'expliquent pas comment. Comment la sentir ?» Anna arrêta son nettoyage. Elle regarda le jeune soldat, son désir sincère et affamé d'apprendre. Elle vit l'avenir de son article. Elle fit un geste du menton vers une caisse vide à côté de son établi. « Asseyez-vous, première classe. » Le lendemain matin, un nouveau tableau de service était affiché. La section de tireurs d'élite éclaireurs avait une nouvelle entrée en haut. Instructeur-chef de section SGT à Petrova. Le colonel Thorne avait fait le changement lui-même. En dessous, une nouvelle directive d'entraînement fut émise avec effet immédiat. Tous les tireurs de la section subiront une formation supplémentaire en tir de précision analogique, lecture du vent et technique de terrain. Instructeur, sergent Petrova. La méthodologie axée sur les données de la BAP Arabu venait de recevoir une âme de fer et de bois. Cette nuit-là, Anna n'était pas à l'atelier. Elle était en surveillance dans son environnement préféré. Elle était allongée dans une cage de tireurs d'élite qu'elle avait construite elle-même sur une crête élevée surplombant le secteur le plus vulnérable de la BAP. La position était invisible. Un nid de scorpion tissé dans la roche et l'ombre. Son fusil était à côté d'elle, propre et prêt. Le vilain patch en fibre de carbone sur la crosse était rugueux sous son gant. Un rappel, une cicatrice, une histoire. Il était plus beau pour elle maintenant que le bois immaculé ne l'avait jamais été.
Le vent chuchotait à travers les rochers, une chanson familière. Elle regarda la lune se lever, baignant le paysage désolé d'une lumière pâle et éthérée. Elle était seule. Elle était calme. Elle était exactement là, où elle devait être. Le soleil se lèverait dans quelques heures, projetant une longue ombre de la montagne. Anya Petrova Baba-Yaga serait là pour l'accueillir. Une gardienne silencieuse et inébranlable, sa veille ininterrompue. Le respect qu'elle avait commandé était aussi silencieux et profond que le désert lui-même, gagné non pas avec des mots, mais avec 100 clics de tourelle et 99 tirs parfaits. Elle ferma les yeux, non pour dormir, mais pour écouter la langue de la nuit, une langue qu'elle comprenait mieux que quiconque.